Et on va parler de la grippe. Est-ce que la grippe existait au temps des Égyptiens? Oui, la grippe existait déjà, la fièvre, la toux, le nez bouché, tout ça existait déjà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des spécialistes, on n'allait pas voir n'importe qui, déjà les spécialistes existaient. Alors, on a retrouvé des traités médicaux qui nous disent comment traiter la toux. Ça m'ennuie un petit peu de vous le dire parce que c'est très, très bizarre. Mais alors, pour la toux, encore, on peut le comprendre. Il fallait manger des dattes, il fallait ingurgiter du miel pour adoucir la gorge, tout ça est normal. Pas changé. On a repris la recette, en tout cas. On a repris la recette. En revanche, en ce qui concerne la fièvre, dans le cas de la grippe, eh bien, on faisait cuire une grenouille, on prenait l'eau et on s'enduisait le corps de cette potion jusqu'à ce que la fièvre tombe. Alors là, je ne vous conseille pas d'essayer parce que c'est peut-être pas très efficace. Vous demandez conseil à votre pharmacien, éventuellement. Mais... La grenouille, vous connaissiez? Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, puis il n'y en a plus beaucoup. Et puis c'est vrai que les pharmaciens ne sont pas... Comment ça, il n'y en a plus beaucoup? Une grenouille Ah oui. C'est une jolie grenouille. C'est très dommage de la faire cuire. Bon, alors donc, vous allez nous parler de la grippe. Oui. La grippe, on dit souvent j'ai la grippe, j'ai un petit rhume. En fait, ça peut être une affection beaucoup plus embêtante que ça. Ça l'est clairement. Vous savez, on dit souvent j'ai une bonne grippe. Oh, qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai une bonne grippe. Le problème, c'est qu'il faut clairement le dire, il n'y a pas de bonne grippe, il n'y a que des grippes dangereuses. Vous savez que ça a été des vraies maladies, des vrais fléaux. Un chiffre en 1918, Sophie, la grippe qui a eu cette année une énorme épidémie, a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. 20 millions de morts. Absolument, 20 millions de morts. En France, 250 000 morts. Énorme. C'est colossal. Plus près de nous, en 68, il y a déjà eu 18 000 morts en France. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent de la grippe? Il y a à peu près. Alors ça dépend. Vous savez que le virus de la grippe est mutant, c'est-à-dire qu'il change d'année en année. En moyenne, il y a à peu près effectivement 2000 personnes qui décèdent des conséquences d'une grippe. C'est notamment le cas pour les personnes qui sont naturellement les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, et c'est-à-dire les personnes âgées ou les personnes qui sont ce qu'on appelle immunodéficients, c'est-à-dire qui ont des défenses immunitaires naturelles un petit peu affaiblies par des maladies ou par l'âge. Et pourtant, il existe un vaccin contre la grippe. Absolument. La campagne vaccinale commence le 28 septembre, donc la semaine prochaine. Ce vaccin existe depuis déjà un certain nombre d'années. Efficace, très efficace. De toute façon, le message de santé publique à faire passer, c'est effectivement qu'il faut vous faire vacciner, notamment si vous êtes parmi ces personnes particulièrement fragiles, personnes âgées, ou enfants avec des problèmes respiratoires notamment. Mais l'idéal serait quand même de généraliser cette vaccination parce que vous savez que la grippe, c'est peut-être le virus qui se transmet le plus facilement. C'est un virus qui court d'une manière incroyable et il suffit de poser sa main à un endroit où quelqu'un qui avait la grippe l'a déjà posé, ou est crachouillé un petit peu, ou vous voyez, qu'il y ait effectivement une transmission de cette manière-là et ça suffit pour l'attraper. Bon. Voilà. Et ce vaccin est gratuit pour les personnes âgées, Alors, pour les personnes âgées, voilà, tout à fait. Pour les personnes âgées, il est gratuit. Et puis cette année, il est moins cher qu'il ne l'était l'année dernière pour ceux qui ne peuvent pas se le faire rembourser. Je crois que l'année dernière, il était à 70 francs et cette année, il va tomber à un peu moins de 50 francs. Donc vraiment, ce n'est pas une dépense colossale, surtout vis-à-vis des conséquences que la grippe peut avoir. Alors donc, il y a un vaccin, faites-vous vacciner. On peut s'adresser à tout le monde en disant ça. Absolument. Mais il y a aussi des nouveautés. Alors, il y a une nouveauté. C'est vrai que jusque-là, on ne pouvait pas soigner la grippe. Il n'y a pas de médicament contre la grippe. On soignait les conséquences de la grippe, mais pas la grippe. Aujourd'hui, on a fait des progrès. Un médicament sera mis en vente dès le 15 octobre. Et vous allez voir que les recherches qui ont été faites nous permettent de mieux comprendre ce qu'est le virus de la grippe et puis comment ça fonctionne. Regardez en image, c'est relativement impressionnant. On regarde tout de suite. Alors là, voilà, c'est le coupable. C'est notre coupable, c'est le virus de la grippe. Il est effectivement très très vivace. Et c'est un virus, ça veut dire qu'il ne peut pas se reproduire tout seul, à la différence des bactéries. C'est pour ça que, autre message, jamais d'antibiotiques quand vous avez une grippe. Ça ne sert à rien. Eh bien, ce virus, il va descendre le long des voies respiratoires et puis il va aller coloniser, vous le voyez, il vient se poser sur les muqueuses respiratoires. Et il va rentrer dans ces cellules et c'est à l'intérieur de ces cellules qu'il va pouvoir se multiplier, se démultiplier. Il va profiter un petit peu de ce milieu ambiant qui lui est très favorable et il va ressortir, vous allez voir, voilà. Il va profiter de cette cellule qu'il avait colonisée pour se refaire une enveloppe. Là, il va se poser, il va se reposer et là, vous allez voir qu'il y a un élément fondamental dans la transmission de la grippe, c'est la neuraminidase. C'est une enzyme, c'est ce petit trépied jaune, vous voyez, qui vient se poser. Et ce petit trépied va servir en fait de réacteur. C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre au virus de se libérer. Et se libérant, le virus va aller recontaminer d'autres endroits de la muqueuse respiratoire. Alors c'est en travaillant sur cette neuraminidase qu'on a réussi à trouver la solution. C'est-à-dire que vous voyez, on va inhaler un médicament. Ce médicament, là, on revient au moment où ce virus s'est redéveloppé. Il ressort, il s'apprête à redécoller. Ce médicament va produire son effet magique. Vous allez le voir arriver et venir se poser, entourer cette neuraminidase, cette enzyme.
voyez, il réussit à en prendre possession. Et là, la neuraminidase va continuer à faire ce qu'elle fait d'habitude. Elle va essayer de jouer le rôle de réacteur, mais ça ne va plus fonctionner. C'est un inhibiteur de la neuraminidase qu'on a posé. Et là, le virus reste scotché. Il ne peut plus bouger, il ne pourra plus aller coloniser. Et restant scotché, eh bien, les défenses immunitaires que nous avons tous dans notre corps vont pouvoir éliminer les virus qui restent. Et alors, ce médicament, il est déjà commercialisé? Alors, il sera commercialisé le 15 octobre. Il sera dans toutes les pharmacies. Sous quelle forme? Alors, c'est une forme intelligente. Je vous l'ai amenée parce que c'est une inhalation qu'on doit faire 2 fois par jour. 48 heures, au maximum 48 heures après l'arrivée des premiers signes. Donc, le médicament, il est unique. C'est pas une plaquette de... On a des frissons, qu'on se sent fiévreux, qu'on vous n'est savez, pas en c'est très forme. brutal, la grippe. Ça, c'est la caractéristique de la grippe. Des Ça arrive tout de suite. Des courbatures, des frissons, mal à la gorge. Donc, vous avez ce médicament qui est une forme particulière. Je pense qu'on le voit. Ça ressemble un petit peu à... Vous savez ce qu'on met dans les toilettes pour que ça sente bon? Oui. Oui, je suis désolé. Mais c'est un médicament. C'est tout simple. À l'intérieur se trouve déjà la petite poudre qu'on va pouvoir libérer. Alors, votre pharmacien vous expliquera tout ça. Et puis, une fois que vous aurez fait la petite manipulation, eh bien, vous faites comme ça. Il y a une seule. Voilà, il ne peut pas y avoir de surdose puisque c'est prédosé. Vous ne pouvez pas en mettre trop ou pas assez. C'est la bonne dose. Et vous le faites 2 fois par jour pendant 2 jours. Et on est mieux au bout de combien de temps? Alors, très vite, au bout d'une journée ou 2, ça commence déjà génial. à disparaître. Non, c'est très bien. C'est très cher. Non, c'est pas très cher, c'est aux alentours de 150 francs. Le problème, c'est que c'est pas remboursé. C'est pas remboursé pour l'instant, mais je crois qu'il y a une C'était bien demande qui a qu'il y été faite pour l'année prochaine. Attention, ça ne vous prive pas de faire votre vaccin si vous devez le faire. Ça n'est absolument pas contradictoire. Il faut absolument se faire vacciner. Ça, c'est le vrai message. Alors, vous disiez contre la grippe, pas d'antibiotiques, sauf s'il y a surinfection. Ah oui, bien sûr. S'il y a des complications, effectivement, 3 fois sur 10, effectivement, il y a des prescriptions d'antibiotiques. Mais de vous-même, ne foncez pas dans votre pharmacie, dans votre armoire à pharmacie familiale pour aller prendre l'antibiotique qui vous reste de la dernière plaquette. Il y avait des fléaux médicaux, des Égyptiens. Est-ce qu'il y a eu des épidémies terribles? Il y a eu des épidémies, mais qui ne concernent pas du tout la grippe, mais ce serait plutôt concernant les dents. Alors, il y a eu des problèmes dentaires. Et d'ailleurs, qu'on retrouve sur les momies aujourd'hui, on sait que tous les gens avaient des problèmes dentaires, mais qui pouvaient en fait devenir quasiment dus à une épidémie, en ce sens que, évidemment, l'infection courait et qu'il n'y avait rien pour combattre l'infection. Parce que la grenouille, ça ne marche pas pour les... Non, la grenouille ne marche pas. C'est les galettes de froment, mais ça ne marche pas non plus. C'est bon. C'est très bon, mais... Le dopage, figurez-vous, existait déjà au temps des Égyptiens. Hein. Les lois étaient très sévères. Les athlètes, ça c'était plutôt chez les Grecs. Oui. Les athlètes pouvaient être condamnés à mort ou à de fortes amendes pour avoir absorbé des substances prohibées. Alors, ils se dopaient avec quoi? Absolument. Ils se dopaient avec tout simplement des plantes, donc c'était pas très nocif. Mais le problème, c'est pas ça. Je crois que le problème, c'est surtout psychologique. C'est surtout le fait de vouloir se doper pour soit l'emporter au détriment de quelqu'un qui a combattu d'une manière régulière. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi déjouer les réglementations. Il y avait, quand on était senior, se mettre chez les juniors. Il y avait, quand on était femme, s'habiller en homme pour combattre avec les hommes. Enfin, il y avait plein de subterfuges qu'on retrouve aux Jeux Olympiques déjà, donc vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ah ouais. Et quel type de plantes, pour donner des idées à certains? À l'insu de leur plein gré. Alors, par exemple, il y avait une recette que l'on prenait de dopage qui était de la gomme mêlée à des feuilles d'acanthe, mêlée à de la résine de térébinthe. Ouais. Et ça, c'était efficace. Et c'était, paraît-il, efficace. Bon, ça énerve un peu. En tout cas, on va voir qu'au temps des Égyptiens, on utilisait beaucoup de plantes, notamment des hortensias, très appréciées au temps des pharaons. Et c'est la plante que Philippe Collignon a choisie ce matin. Bonjour Philippe. Alors pourquoi les hortensias? C'était une de leurs plantes fétiches? Mais les hortensias n'étaient pas tout à fait connues des Égyptiens, du moins sous ce nom-là. Mais on sait qu'ils connaissaient l'équivalent des hortensias et on sait surtout comment ils préparaient le parfum à partir de ces plantes. Et très précisément parce que c'est reproduit dans les tombes de nobles. Alors on sait que donc ils prenaient les feuilles, qu'ils prenaient les feuilles, les fleurs, qu'ils prenaient quelquefois les racines, qu'ils mêlaient ça, donc ils broyaient ça dans un sac et après ils faisaient
faisait décanter le tout, il le mélangeait à de l'alcool pour la conservation ou à des sels minéraux. Et donc, évidemment, après, il le répandait sur eux ou il le faisait en petits cônes. Il le mettait en petits cônes de graisse, de graisse parfumée qui fondait le long de leur visage toute la journée. Alors, il ne faut pas imaginer que c'était un parfum très, très capiteux, mais c'était quelque chose qui ressemble un peu comme à notre eau de Cologne. Et alors Philippe, vous me disiez pourquoi les hortensias sont souvent bleues? Vous avez une réponse très précise. Alors ils sont bleus effectivement, par exemple en Bretagne, puisque le sol est très acide. Hein, ils sont à Biarritz. Ou à Biarritz, parce que le sol est très acide. C'est-à-dire que l'hortensia bleue devient bleue lorsque le pH du sol, donc l'acidité du sol, descend en dessous de 5,5. C'est les pays où il pleut un peu plus? Non, pas du tout. Le le sol est acide. On trouve beaucoup d'ardoises dans ces pays-là et l'ardoise rend le sol acide. Et puis l'ardoise, souvent, lorsque sous les toits, vous avez des hortensias et que les toits sont faits d'argile, ils deviennent bleus. Alors tout simplement, le truc, c'est de piler des ardoises et puis vous mettez ça au fond du trou et ils deviennent bleus, tout simplement. Voilà. Alors il y a différents tons de bleu selon aussi l'acidité. Plus le sol est acide, plus ils seront bleu foncé. Plus ils se rapprochent de la neutralité, plus ils seront dans les tons bleu rose. Et ça, c'est très très beau. Alors, les hortensias étaient donc très prisés au temps des pharaons, mais ils redeviennent à la mode, ils reviennent en force en ce moment. Au temps des pharaons et au temps aussi des Cherokees, les Indiens, qui les utilisaient eux avec des racines, ils les pilaient pour éliminer les calculs biliaires. Et donc, c'était aussi une plante médicinale qui est très connue depuis justement les Égyptiens. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire au jardin? Parce qu'au jardin, on a des hortensias. On a forcément l'hortensia, le macrophylla, l'hortensia classique, l'hortensia boule, que l'on utilise également en fleurs coupées. Et puis, de plus en plus, on a l'hortensia que j'aime beaucoup, qui est ici, l'hortensia paniculata, des fleurs assez parsemées, blanches, blanc pur. Ce sont les trois qui sont ici, blanc pur. Vous voyez, les fleurs ne sont plus du tout sous forme de boule, elles sont parsemées, elles sont vraiment délicates et elles tendent vers le vert. Plus elles mûrissent, plus elles maturent, plus elles tendent vers le vert. Également, il y a une transformation au niveau de la couleur. Alors, on arrive en automne, qu'est-ce qu'il faut faire des hortensias? La fameuse polémique, faut-il laisser les fleurs sèches sur l'hortensia en hiver? Eh bien, oui et non. Oui, si vous êtes dans une région où il fait très froid, où il y a beaucoup de neige, la fleur va protéger en fait l'hortensia de la neige et du gel. Et puis, si vous êtes dans une région plutôt méditerranéenne ou chaude, eh bien là, vous pouvez la couper et puis en faire des bouquets secs, parce que ça tient vraiment très très bien l'hortensia en bouquet sec. Que faire d'autre aussi sur l'hortensia? C'est le moment de surfacer. Alors surfacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va enlever 5 à 10 cm de sol en dessus de l'hortensia, donc on va enlever la terre en surface, dans vos massifs ou dans vos pots, et vous allez remettre du terreau ou de la tourbe acide de manière à réacidifier le tout, de manière à ce qu'ils repartent vraiment au mois de mars l'année suivante. Le mois de mars qui vous permettra également de les tailler pour bien les faire repartir. Également, le truc, s'il faudrait l'arroser avec l'eau du Nil, ça serait parfait pour les hortensias. Non, elle n'est pas très propre. Plus maintenant, mais avant, elle était riche en alluvions et c'est vrai que c'était une plaine fertile. L'eau du Nil était vraiment très riche. Alors, si vous arrosez vos hortensias avec de l'eau calcaire, c'est l'ennemi mortel. Ils vont bien sûr péricliter, les feuilles vont jaunir, les fleurs ne vont pas s'épanouir. Donc il faut l'arroser absolument avec de l'eau de pluie. Ça, c'est la condition sine qua non pour avoir de beaux hortensias ou avoir de l'eau dans ces conduites, bien sûr, non calcaires. L'environnement des pharaons était très fleuri? Les fleurs étaient très prisées, les fleurs étaient très prisées, on faisait son jardin, donc tout le monde avait ses fleurs et puis surtout, encore une fois, pour embaumer, pour embellir, tout ce qui touchait à l'esthétisme de la maison, à la décoration ou à l'esthétisme personnel était très prisé. Donc ils avaient la main très verte. Ils avaient la main très verte et ils adoraient ça. Mais il y a une belle histoire aussi sur l'hortensia otaxa, enfin que moi j'aime beaucoup, c'est qui a été découverte, vous devez la connaître, au 19e siècle par un Hollandais et qui a disparu complètement. Elle venait du Japon, elle a disparu complètement pendant la guerre mondiale, tout simplement parce que les gens devaient faire des jardins pour survivre et non pas des jardins botaniques. Et elle est réapparue comme par miracle dans les Alpes en France. Et c'était une fleur magnifique. Le mot hortensia est apparu au cours du XVIIe siècle. Et puis, il y a aussi un truc qui est très intéressant pour l'hortensia, c'est les Égyptiens adoraient aussi les sacrifices. Oui. Eh bien, si on apporte du sang, par exemple, à l'hortensia, il adore ça. Si vous voulez accentuer la couleur d'un hortensia, alors on vend bien sûr... Un charognard Ah oui, il adore le sang. C'est riche en fer, donc ça renforce la couleur. Donc vous achetez ça en jardinerie, c'est du sang desséché évidemment. Vous en mettez à peu près 25 grammes pour 10 litres d'eau et vous allez vraiment accentuer toutes les couleurs du blanc, du bleu, du rose, du rouge de l'hortensia. Donc ça, c'est le petit truc du jardinier. Et puis également, profitez-en, je vous le disais tout à l'heure, pour en faire des bouquets secs. Luc Deschamps nous a réalisé une petite composition toute simple.
une matière naturelle, une base, de la petite symphorine rose, très beau. des hortensias, vous voyez, c'est les mêmes hortensias mais avec des couleurs différentes. Et puis bien sûr, comme j'ai pas eu le temps, puisque nous nous sommes connus du temps de l'Égypte et je suis mort avant de vous offrir le bouquet, j'en profite cette année, à l'an 2000 pour vous l'offrir. quelle Voilà, chouette, Violaine. Je suis très c'est touchée. Philippe. Voilà. Je suis très touchée, c'est magnifique. Bon, merci Philippe. Merci, Philippe. On va s'intéresser au temps maintenant, non pas au temps qu'il fait, mais au temps qui passe. On est très heureux d'accueillir dans cette émission quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'est illustré cet été encore au moment de l'éclipse, que vous avez tous admiré, qui vous a passionné. Il s'agit de Laurent Broumette, qui viendra régulièrement dans cette émission nous parler des objets qui ont marqué ce siècle, puisqu'on est à la veille de l'an 2000. Alors, pourquoi nous intéressons-nous au temps? Bien parce que les Égyptiens ont été parmi les premiers à calculer le temps. Alors, Laurent s'intéresse ce matin à quelque chose qui orne souvent notre poignet.